Retour des investisseurs dans notre pays, le groupe français Altafir s'engage dans l'agro-industrie, les mines et les énergies renouvelables avec transfert de technologie au bout. De logements sociaux pour la ville de Bougouni, ils sont 40 Bougounika à recevoir leurs clés des mains du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. L'activité économique reprend peu à peu à Gao. Les femmes retrouvent à nouveau le chemin du marché à légumes abandonné pour cause d'insécurité. Nous sommes vendredi 15 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous commençons par les activités chez le président de la République par intérim. Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République par intérim. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume d'Espagne et du Grand-Duché du Luxembourg. Le premier réside à Bamako et le second dans son pays, le Luxembourg. Compte rendu signé Ibrahim Traoré. Résidence du président de la République. On accueille ce vendredi deux nouveaux ambassadeurs. D'abord, celui qui représente désormais le Royaume d'Espagne au Mali, avec résidence à Bamako. Il s'appelle José María Matres Manso. Il est licencié en droit et diplômé en études internationales de l'école diplomatique de Madrid. C'est en 1981 qu'il entame sa carrière diplomatique. De cette date à 1987, il est premier conseiller de l'ambassade de son pays, respectivement à Téhéran, à Pékin et à Tokyo. Il a occupé aussi le poste de sous-directeur général des plans et coopération avec la Guinée équatoriale et l'Agence espagnole de la coopération et du développement. Entre 1999 et 2008, il est respectivement consul général à l'ambassade d'Espagne à Shanghai, ministre conseiller à l'ambassade d'Espagne à Bangkok, consul général à Oran en Algérie et à Caracas au Venezuela. Il sera ensuite coordinateur européen pour la politique migratoire de l'Union européenne en Afrique en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Jusqu'à sa nomination au Mali, M. José María était consul général d'Espagne à Sao Paulo au Brésil. La seconde personnalité venue présenter sa lettre de créance au président de la République par intérim est l'ambassadeur du Luxembourg au Mali avec résidence à Luxembourg. Martine Schomer est diplômée en langue et civilisation russe et chinoise. Elle fut notamment conseillère diplomatique du premier ministre de son pays. Elle a été aussi ambassadeur en République populaire de Chine avec co-accréditation en Mongolie, à Singapour et au Vietnam. Martine Schomer occupe ensuite le poste de directrice des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères du Luxembourg avant d'être nommée ambassadeur en Allemagne et représentant permanent de son pays auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Jusqu'en août 2012, le nouvel ambassadeur du Luxembourg au Mali était directrice de la coopération au développement au ministère des Affaires étrangères de son pays. Autre activité à la résidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré a reçu en audience le premier secrétaire du Parti socialiste français Harlem Désir et l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil, Aïssata Ibrahim Meiga, pour le compte-rendu. Le premier dirigeant du Parti socialiste français et député européen Harlem Désir dit être venu témoigner la solidarité du peuple français en ce moment historique de la vie du Mali. Cette visite permettra également au premier secrétaire du Parti socialiste français de mieux comprendre la situation actuelle. J'ai voulu témoigner par ma présence ici et par cette rencontre avec le président Dioncounda Traoré que nous allons écrire cette nouvelle page ensemble et qu'il faut que la société civile française et malienne, les forces politiques, les citoyens puissent continuer ensemble à intensifier leurs relations parce que l'avenir du Mali, il va s'écrire par l'organisation de ces élections présidentielles et législatives, et puis aussi par la solidarité qui devra exister dans tous les domaines. En ce qui concerne l'apport du Parti socialiste français à la sortie de crise, Harlem Désir répond. Le Parti socialiste est là aujourd'hui aussi pour rencontrer les forces politiques maliennes qui sont membres de l'Internationale socialiste et qui sont donc des partis frères avec lesquels nous défendons les mêmes valeurs de progrès social, de démocratie, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes. Auparavant, le président de la République par intérim avait reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil. Son pays sollicite le soutien du Mali pour l'élection du premier responsable de l'Organisation mondiale du commerce, OMC.
De chez le président de la République par intérim, nous retrouvons le premier secrétaire du Parti socialiste français et le nouvel ambassadeur du Luxembourg au Mali chez le premier ministre chef du gouvernement, Agali Aguissa. Parmi les hôtes de la primature de ce vendredi figuraient deux amis du Mali, deux hôtes dont les pays partagent des liens d'amitié avec le nôtre. Le premier est venu témoigner le soutien de son parti au peuple malien qui souffre ces temps-ci des faits des terroristes. Nous voulons être aussi très présents dans les temps qui viennent pour assurer la démocratie et le développement et pour être donc aux côtés des forces politiques démocratiques du Mali, aux côtés de la société civile, pour que les relations entre nos deux peuples permettent justement au Mali de connaître un avenir plus stable. La deuxième personnalité reçue par le Premier ministre est le nouvel ambassadeur du Luxembourg au Mali. J'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir remettre mes lettres de créance comme ambassadeur auprès du Mali. Et donc, c'est une des raisons de ma présence. L'autre présence, c'est aussi en tant que directeur général de la coopération au développement luxembourgeois, de confirmer l'engagement du Luxembourg pour le Mali. Nous avons des projets à Tombouctou, à Kidal, où nous aimerions retourner dès que les conditions le permettent. Donc, notre coopération a continué, mais voudrait encore faire plus dès que c'est possible. La coopération entre le Mali et le Luxembourg est vieille de plusieurs décennies. Une coopération qui s'est montrée fructueuse avec à son actif plusieurs réalisations dans les domaines de la santé et de la décentralisation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Koulibaly, est depuis hier à New York, au siège des Nations Unies, où il a eu des entretiens avec plusieurs personnalités. Le ministre a informé ses interlocuteurs des derniers développements de la situation politique et militaire actuelle de notre pays et réaffirmé la détermination des autorités de la transition à mettre entièrement en œuvre la feuille de route concernant le mandat de la future mission. Le ministre a également saisi l'occasion pour leur notifier que le Mali tenait à ce que le dit document soit robuste et placé sous le chapitre 7 de la charte permettant entre autres d'éradiquer le terrorisme et le narcotrafic du territoire national, de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, de stabiliser et de sécuriser les zones libérées afin de permettre la reconstruction, le retour des réfugiés, la reprise des activités socio-économiques et d'organiser des élections libres et transparentes. Je vous le disais dans les titres, le Mali et le groupe Altafir, une société française, ont signé ce matin un protocole d'accord. Cette signature de convention engage le groupe sur une période de 4 ans à investir dans notre pays dans divers secteurs d'activité. Modibo Mariko, compte rendu. Quitus au groupe Altafir pour investir au Mali. Cette société de droit français qui a vu en notre pays un bon risque serait intéressée à placer ses capitaux dans des domaines divers. Le gouvernement a des besoins en infrastructure à financer et nous souhaitons intervenir dans le solaire. Dans le premier domaine, on parle d'équipements marchands, soit pour des commerçants. On parle aussi de stations d'épuration. On parle du traitement des ordures. Voilà en gros les domaines que nous souhaitons, sur lesquels on est très intéressé. Le sucre est un sujet que nous souhaitons aborder avec une valorisation soit sur de l'éthanol. Les transferts de compétences et de qui vient de se dérouler. Et puis il y aura, et dans cette période de la reconstruction démocratique, comme vous l'avez dit, nous devons intensifier notre coopération. Les trois parties ont salué l'intervention française au Mali avant d'observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur.
Restons avec les partis politiques pour dire qu'une délégation du Bureau politique national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP a rencontré une délégation du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM. Les deux délégations ont fait un tour d'horizon de leurs relations bilatérales et les grandes questions d'actualité nationale et internationale et ont décidé d'investir ensemble et de soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême à l'occasion de l'élection présidentielle prévue en juillet 2013, de mettre en place une commission mixte pour approfondir les questions d'intérêt commun et enfin de converger leurs forces pour bâtir un projet politique durable au service du peuple malien. International Relief and Development, IRD Mali, vole au secours de 26 organisations féminines qui opèrent dans les domaines de la production et la transformation du sésame et du fonio dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et du district de Bamako. Le projet vient de mettre à leur disposition un important lot de matériel et d'équipements post-production pour un coût total de 222 millions de francs CFA. Abdrahman Meiga, compte rendu. D'un coût de 222 millions de francs CFA, ces équipements se composent entre autres de batteuses, de décortiqueuses, de foyers à gaz, de séchoirs solaires, de tamis rotatifs, de souffleuses et de presse-huile. Ils ont été offerts par le projet Secours et Développement International IRD. Cette donation est destinée à appuyer 26 organisations féminines des régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et du district de Bamako dans la production et la transformation des chaînes de valeur sésame-fonio. Le choix de ces deux filières aux chaînes de valeur tient du fait qu'à travers les différentes études et enquêtes préalablement réalisées, IRD a constaté que c'était des filières pratiquement délaissées et négligées, mais qui pourtant revêtent d'un potentiel énorme, tant sur le plan économique que sur le plan alimentaire et nutritionnel. Je saisis ici l'occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs et particulièrement les producteurs, les productrices, ainsi que les femmes transformatrices qui ont été choisies pour recevoir ce matériel afin de contribuer au bien-être de la communauté. Ces deux filières, malgré leur importance dans le développement économique de notre pays, sont confrontées au manque de financement et à l'inexistence d'équipements adéquats pour la production et la transformation des produits concernés. C'est pour inverser cette tendance que le département américain de l'agriculture a financé en mai 2010 ce projet de 5 millions de dollars, soit 2,5 milliards de francs CFA au Mali. Il a pour premier objectif d'aider le gouvernement à assurer la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté. En remettant des équipements appropriés, l'initiative IRD contribuera à améliorer l'environnement des unités en favorisant le renforcement des capacités techniques de valorisation des productions agricoles nationales, de mettre sur le marché des produits nationaux de qualité reconnus et certifiés. En décidant d'appuyer ces actrices du développement, le projet Secours et Développement International IRD vise 3 objectifs. D'abord, accroître la production et la productivité du sésame et du fonio. Ensuite, améliorer le traitement et la transformation des produits dérivés du sésame et du fonio. Enfin, accroître la consommation et la commercialisation des produits dérivés. Une délégation du collectif des élus du Nord du Mali était en visite au Burkina Faso à la rencontre des réfugiés maliens dans ce pays. Si la délégation n'a pas pu se rendre dans les camps de réfugiés pour des raisons de sécurité, elle a pu rencontrer des représentants à Ouagadougou et à Dori. Le récit de nos envoyés spéciaux Abdul Salam Bambara et Soumaïla Berté. La visite des élus du nord du Mali aux réfugiés maliens au Burkina Faso se voulait une mission porteuse de messages de fraternité et de soutien à nos compatriotes en situation de détresse dans ce pays. Mais la réalité du terrain a fortement pesé sur le déroulement normal de la mission. À Dori, capitale de la région frontalière avec le Mali, qui abrite 2 des plus grands camps de réfugiés maliens au Burkina Faso, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. Des éléments rebelles ont infiltré les camps de Goudebo et de Matao, une information que confirment les autorités locales. Connaissance, oui. Bon, c'est normal, puisque il y a une première entrée. Bon, eux qui a fait l'objet même d'un recensement de 2e niveau par le HCR.
Bon, donc ces gens sont connus. Ensuite, il y a une évolution au nord Mali. Bon, et dès que la situation évoluait, il y a eu des nouveaux venus. Bon, ces nouveaux venus qui étaient toujours là-bas. Bon, c'est tout à fait normal que chacun cherche le refuge. Pour des raisons de sécurité et sur recommandation du gouverneur de la région de Dori, la délégation ne fera pas le déplacement dans les camps. Elle a pu rencontrer à Dori et à Ouagadougou des leaders communautaires des camps. Rencontre au cours de laquelle les élus du nord du Mali ont recueilli les préoccupations de nos compatriotes. Et de façon générale, ces derniers désirent rentrer au pays. Si les conditions qui peuvent nous faire retourner et résoudre seulement, on peut aller. Je suis prête à retourner au pays, mais si les conditions de sécurité sont réunies, je suis toujours prête à rentrer chez moi. Je suis là malgré moi. Il y a différents groupes. Il y a le groupe de ceux qui veulent rentrer tout de suite, quelles que soient les conditions, parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a le groupe qui attendent à ce que la paix revienne entièrement pour retourner. Il y a aussi quelques exaltés qui attendent qu'un accord politique soit trouvé avant de rentrer. Au Burkina Faso, selon les derniers chiffres officiels, les effectifs globaux des réfugiés maliens sont estimés à 41 000 et répartis entre 8 camps. Mais dans le souci d'une meilleure sécurisation et de gestion de ces camps, le gouvernement burkinabé et le partenaire du HCR procèdent en ce moment au regroupement des réfugiés sur 4 sites. L'autre titre phare de ce journal, c'est la remise de clés de logements sociaux à Bougouni. Environ 660 millions de francs CFA. C'est le coût de réalisation des 40 logements sociaux à Bougouni. La cérémonie de remise des clés a regroupé autour du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme les autorités administratives, communales et les populations bénéficiaires. Envoyés spéciaux à Bougouni, Agibou Koulibaly et Seydou Sissoko. C'est avec une joie immense que les populations du Bani-Mounitié ont accueilli le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme et sa délégation pour la remise des clés des 40 logements sociaux de Bougouni. Enfin, un logement qui nous est propre. Est-ce vrai? Il est tout près, à quelques pas d'ici. Lamentable étaient nos conditions de vie de locataires. Des frais de location, souvent exorbitants, ne favorisait point ce sommeil régulier tant souhaité. Auparavant, la commission d'attribution des logements sociaux avait élaboré des critères lui permettant de choisir les 40 bénéficiaires. Monsieur le ministre, les 40 logements dont vous vous apprêtez à remettre les clés, 23 hommes sur 45 postulants sont bénéficiaires. 17 femmes sur 25 postulantes sont bénéficiaires. Pour le ministre Sagara, ce geste humanitaire du gouvernement est d'assurer le mieux-être de l'ensemble du peuple malien. Chaque logement est bâti sur une surface de 102,95 m² et comprend un salon, 2 chambres, un magasin, un couloir et une terrasse couverte et une salle de toilette extérieure. En résumé, le coût total de l'opération est en hors taxe de 662 777 173 francs CFA, sur lesquels le remboursement des bénéficiaires se porte sur 330 millions de francs CFA. Les travaux de construction des 40 logements sociaux de Bougouni ont été réalisés par l'entreprise malienne Anna Service et sa viabilisation par l'entreprise malienne de construction mobile. La situation des droits de l'homme au Mali a été examinée du 11 au 12 mars dernier. C'était lors de la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, session qui se tient à Genève depuis le 25 février et cela jusqu'au 22 mars prochain. Le ministre de la Justice, on le voit sur ces images, Malik Koulibaly, a pris part à cette session qui a fait la revue du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le rapport qui était au centre des échanges a mis en exergue tous les cas de violations graves des droits de l'homme qui ont été des violations des droits de l'homme qui ont été commises depuis les attaques contre le Mali par le MNLA, AQMI en Sardine et le Moujao de janvier 2012 à nos jours.
Depuis lundi dernier, les femmes de Gao ont repris le chemin du marché de légumes de la ville. Et la bonne nouvelle, c'est que l'armée française a pris l'engagement d'aider financièrement à sa construction. Les femmes ont reçu la visite d'une délégation du PC opérationnel de Gao. Récit de nos envoyés spéciaux, Moussa Arimeiga et Aliou Touré. Gao, nous sommes ici au marché de légumes, au cœur de la ville, la cité des Eskia, en compagnie d'une délégation de la hiérarchie de commandement des forces armées maliennes pour annoncer la bonne nouvelle, celle de la réouverture du marché aux femmes, mais désormais de 6h à 18h. Et voilà du reste ce qui reste des ruines du marché de légumes de Gao, conséquence des combats violents ayant opposé les forces franco-maliennes aux djihadistes et terroristes infiltrés ici il y a quelques jours et délogés de là grâce à la puissance de feu nourrie et conséquente des forces combinées et dont cendres et gravats, murs brûlés et noircis portent encore témoignage de ce que quelque chose s'est passé ici et là. La visite guidée du marché en compagnie du conseil municipal et des représentants des commerçants détaillants a permis au lieutenant-colonel Nema Sagara, à charge des relations civiles-militaires, au nom du colonel-major Didier Dako, commandant en chef du théâtre des opérations des forces armées, de passer des instructions de la hiérarchie et échanger directement avec les pêcheurs sur la vigilance à observer du côté du fleuve, puis avec les femmes et du marché et des actions féminines de Gao investies dans l'assainissement. Là, après les formalités d'usage, sur fond de Takamba, attentes et reconnaissance sont alternées avec instructions et consignes en temps de guerre. Assainir notre ville, assainir très bien notre ville. Et ça ne s'arrête pas ici parce que présentement les autorités ne sont pas sur place. Donc nous on trouve que les autorités qui s'occupent de l'assainissement de la ville ne sont pas sur place pour le moment. Donc nous les femmes, on va s'organiser pour bien assainir la ville. Nettoyer le lieu où les jihadistes ont été logés. On les nettoie, on regarde partout, on fout partout pour nettoyer la ville, pour que notre ville reprenne sa vie ancienne. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire Gao. Vraiment, on est très contente de cette visite-là. Je suis avec elle, je suis avec les jeunes patriotes, les sages, et toute la population de Gao pour qu'on puisse avoir une paix ici, que les gens vivent en liberté. Parce que je vois que maintenant, elles sont en train de laisser les djihad. Elles sont libres, elles sentent les voiles, elles sentent la liberté, elles se sentent en sécurité. Notre présence ne fait qu'augmenter leur assurance pour cette sécurité. Au nom d'actions combinées et concertées, et pour un meilleur partage et usage de l'information, une séance de travail avec les forces françaises s'est tenue au camp militaire de Gao dans l'après-midi. Là, l'armée française réitère à la fois sa fierté d'être aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et annonce un appui immédiat à la reconstruction du marché de Gao. Donc le premier gros objectif pour nous, c'était le rétablissement du marché de Gao qui avait été détruit il y a une bonne quinzaine de jours par les combats qu'il y avait eu. Donc il y a une semaine, on a mené une évaluation du marché, aussi bien du marché couvert que du marché des femmes. On a monté un dossier et là, normalement pour le marché couvert, d'ici demain, je devrais avoir la signature du responsable des finances de la brigade Serval qui devrait donner son accord pour réhabiliter le marché couvert. La salle de conférence Edmond Hervé de la Maison du Partenariat de Bandiagara a abrité le 14 mars dernier le 6e conseil d'administration du programme de compétitivité et de diversification agricole. Correspondance depuis Mopti de Mahamar Ibrahim Touré. Au cours du 6e conseil d'administration du programme compétitivité et diversification agricole tenu à Bandiagara, les commerçants, producteurs et productrices de la filière échalote oignon Mali Bandiagara ont passé en revue le procès verbal de la rencontre du 8 septembre 2012 à Ségou, à la vérification des mandats attribués aux membres du conseil d'administration, l'état des recouvrements des cotisations annuelles 2012, le bilan des activités de l'interprofession de la filière échalote oignon Mali Bandiagara et la programmation annuelle des activités 2013 de la filière. La cotisation de 2011 a été payée et celle de 2012 aussi est en cours de paiement.
La filière marche très bien. Les difficultés rencontrées par les producteurs et productrices de la filière échalote oignon méritent d'être améliorées. La première difficulté, c'était le système d'irrigation, d'arrosage. Et deuxième problème, c'est le problème de conservation. Et la troisième grande difficulté, c'était l'organisation. L'interprofession de la filière échalote oignon Mali est la deuxième plus grosse interprofession du pays après celle du coton et avant celle de la pomme de terre. La première réunion ordinaire du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement du cercle de Yanfolila s'est tenue cette semaine. La rencontre a été initiée par le groupement des agriculteurs et planteurs pour une gestion active de ces plantations. Garibou Pérou, compte rendu. Harmoniser les programmes de traitement des plantations de mangue, c'est la vision de cette première session ordinaire du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des sections de développement du cercle de Yanfolila dirigé par Yaya Sangaré. Cette session est une initiative du groupement des agriculteurs et planteurs. Si le cercle de Yanfolila est le plus grand bassin de production de mangue de la région de Sikasso, son circuit commercial échappe malheureusement aux producteurs. C'est la raison pour laquelle les partenaires impliqués dans la promotion de la filière mangue ont développé des programmes qui exigent le respect strict de bonnes pratiques agricoles afin que les producteurs puissent bénéficier des retombées en se conformant aux exigences du marché international. À l'issue de cette rencontre, les participants ont fait des recommandations, à savoir harmoniser les programmes de traitement des plantations de manguiers, pérenniser les différents types de certification, maintenir le système bio et orienter une partie de la production à la consommation locale. Un défilé de mode hier soir à Bamako, une initiative de l'association Mali Studio en partenariat avec l'ambassade de Suède dans notre pays, et cela dans le cadre de sa politique de développement de projets culturels. Cette manifestation a pour objectif promouvoir le textile malien et combler un vide suite à la crise sociopolitique que traverse notre pays. Modibo Soare a suivi ce défilé et son compte rendu des plus inspirés. Un décor à la dimension de la soirée, un public trié au volet, une dizaine de top modèles issus du Gotha malien. Voilà l'affiche de ce défilé de mode inédit, un concept initié par l'association Mali Studio sous la direction de Sophie Sarin, une Suédoise basée dans notre pays depuis 7 ans et promotrice d'un complexe hôtelier à Djenné dans la région de Mopti, une structure qui tourne aujourd'hui au ralenti. On avait seulement une boutique à l'hôtel à Djenné, mais comme vous savez très bien, il n'y a pas de touristes maintenant. On ne vend plus dans notre boutique. Alors nous avons fait une boutique en ligne et aussi nous avons notre collection ici. Au total, une 50aine de modèles a été présentés. Des créations inspirées à base de cotonnade avec en toile de fond du Bogolan dans un style particulier. Ce projet soutenu par l'ambassade de Suède au Mali vise la promotion du textile malien. Je pense que c'est un soutien que nous pouvons aussi faire pour le Mali et pour renforcer les liens. La Suède est au Mali pour faire de la coopération au développement, mais on souhaiterait aussi élargir les liens et je pense que Sophie représente une bonne occasion de le faire. Les quelques privilégiés présents à ce défilé de mode apprécient ces collections made in Mali. Je trouvais qu'il y avait une très belle combinaison entre les imprimés et les formes. Et c'est ce qui rend ça absolument charmant. Qu'on peut faire des choses intéressantes avec du tissu local, des couleurs locales. En les voyant, on voit tout de suite que ça vient du Mali. On nous amène des tissus européens, mais moi je trouve qu'il y a des motifs locaux qu'on peut bien exploiter. À l'issue du défilé, l'assistance a eu droit à une visite guidée de la galerie ethnique women, toujours à la Villa Soudan, où sont exposées les différentes collections des objets d'art et autres accessoires de mode. Toute la collection que vous avez vue au défilé, vous pouvez la retrouver ici dans la boutique. On a tous les modèles et les tailles qui manquent, etc. C'est possible de faire du sur-mesure aussi. Créée en 2007, l'association Mali Studio a pour objectif spécifique de promouvoir l'emploi des jeunes et de générer des fonds pour le développement de la ville de Djenné. Le Mali restera riche de sa culture. Sport, football, compétitions africaines de clubs. Les 11 créateurs qualifiés en 16e de finale de la Coupe de la Confédération vont jouer demain à Tunis contre les
étoiles sportives du Sahel. Un autre défi pour les pensionnaires de Nyarela qui affichent leur ambition dès cette rencontre allée. Al-Jumatina. Après le Stella Club, c'est une autre pointure du football africain qui va croiser les 11 créateurs, en l'occurrence l'étoile sportive du TLD Tunisie. Déjà chez les pensionnaires de Nyarela, l'on est en train d'entreprendre les voies et moyens pour mieux aborder cette mission tunisienne. On prend le match très difficilement. Et puis, bon, il faut être surtout fort moralement. On va essayer de chercher les 3 points là-bas. À défaut de 3 points, chercher un point. Donc voilà, puis bon, on essaie de préparer le match de toucher nous ici. On est habitué maintenant au défi. Et on s'est mis ça dans la tête. Il faut qu'on grandisse aussi. Donc, on a commencé à s'habituer à ça. Et le coach nous a beaucoup dit toujours, il faut avoir toujours la rigueur, il faut toujours penser à devant. Mais on va essayer de faire notre mieux pour pouvoir obtenir au moins le bon point là-bas et venir gérer le reste ici au retour. Devenu l'un des meilleurs clubs du pays, les 11 créateurs de Nyarela vont devoir s'appuyer sur leurs propres qualités. Puisqu'en face, c'est un adversaire coriace, habitué des grandes joutes et surtout qui a beaucoup de potentialité. On va essayer de jouer avec toute notre arme dans les mains pour pouvoir, si possible, remporter la victoire en Tunis. Je sais que les Maghrébins, ils ont leur style. Ils aiment des jeux, des petits jeux rapides, ils sont très vivaces. Mais c'est des joueurs aussi qui n'aiment pas la vitesse de l'adversaire. Avec 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites après 12 journées en championnat tunisien, soit 21 points, cependant l'étoile sportive du Sahel jouera la rencontre à huis clos pour cause des sanctions par la CAF ce samedi à 15h temps universel. Il nous a quittés hier. Des obsèques dignes de son rang ont été organisées aujourd'hui. Tous, le président de la République par intérim, plusieurs personnalités politiques et administratives et des forces armées de sécurité ont accompagné en sa dernière demeure le colonel Koké Dambélé, grand chancelier des ordres nationaux au cimetière de Niamakoro. Né vers 1934, l'homme aura marqué l'histoire de notre pays par son sens du devoir bien accompli, sa sociabilité. Mahamadou Doumbia était présent. Le colonel Koké Dambélé, grand chancelier des ordres nationaux, n'est plus. Né vers 1934 dans le canton de Bolomissé, cercle de Ségou, de Fessiraba et Feu Norobadiara, l'homme aura retenu l'attention de tous par sa grande taille, son humilité, sa sociabilité et l'amour de la patrie. Il fut incorporé comme engagé volontaire dans l'armée française le 3 octobre 1953 et affecté à la première compagnie de bataillons africains du Sahel occidental de Caille. Autorisé à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin 1992, il a consacré le reste de son existence à la grande chancellerie des ordres nationaux. Après le Fortum en 1960, feu colonel Koké Dambélé effectua avec brio de nombreux stages de formation, dont entre autres les coups d'état-major en France en 1982 et ceux de la prestigieuse école des hautes études de défense nationale en 1986 en France. Il gravit différents grades de la hiérarchie militaire, de caporal en 54 à colonel en 90. Bien qu'atteint par la limite d'âge en 91, il fut maintenu en activité pendant 6 mois pour raison de service. Pour l'accompagner en sa dernière demeure et lui rendre un dernier hommage, toutes les personnalités politiques et administratives et celles des forces armées et de sécurité étaient présentes. Je suis un de ces promotionnaires, n'est-ce pas, de l'école militaire. Et depuis l'école jusqu'à ce qu'on a réintégré l'armée nationale en 1961. Et Koké Dambélé, il faut l'avouer, a été un homme d'honneur, un officier exemplaire. On retiendra qu'il a toujours été un soldat exemplaire sur tous les points. Et nous l'avions très sincèrement que parmi nous, il était le meilleur. Il était le meilleur soldat. Sa tenue, son comportement de soldat était toujours admirable. Et il a servi son pays avec un dévouement exemplaire. Il a connu Koké Dambélé, on n'en trouve pas beaucoup dans une armée africaine. Le colonel Koké Dambélé, grand croix de l'ordre national du Mali, qui repose désormais au cimetière de Niamakoro, laisse des parents
Amis, épouses, fils et petits-fils inconsolables. Il y a ses compagnons d'armes qui sont deux, Youssouf et Moussa. Je leur demande de penser à sa famille. Repose en paix, colonel. Il a été présent à toutes les cérémonies d'hommage de la nation, à tous les disparus distingués de la République. Hier, le colonel à la retraite Koké Dambélé, le grand chancelier des ordres nationaux, s'en est allé et à l'âge de 81 ans. Sori Ibrahima Keïta l'avait rencontré en 2006 pour un clin d'œil sur son riche et long parcours. Nous vous proposons quelques séquences de portraits en guise d'hommage à l'homme dont les obsèques se sont déroulées cet après-midi même. Nous pouvons réussir. Nous devons réussir. Nous réussirons. Commandant troupe. « 53 ans de vie active, dont 39 de militaires, l'engagé volontaire de 1953, aujourd'hui sexagénaire, se révèle toujours requinqué et matinal, comme au jour de son enrôlement, à 19 ans. Comme vous voyez, je pars tôt, et dès que je suis au bureau, je me mets au travail immédiatement. Le grand chancelier des ordres nationaux doit avoir son rythme, ses méthodes. Et le colonel a les siens, travaillant 12 heures sur 24 et 7 sur 7. Cela depuis le 25 mai 92. Un caractère et une habitude forgés par une carrière militaire bien remplie. Le sergent comptable successivement devenu lieutenant-commandant de compagnie, puis chef de cabinet et directeur des études EMIA de Kati. Le capitaine-gouverneur au nord, promu chef de bataillon, ne sera pas moins chef d'état-major PC, directeur de l'OPAM, directeur des études générales de l'ANAD. Il n'en faut pas plus pour donner la preuve d'un organisateur hors pair. Je inscris les tâches que nous devons faire dans la journée. Bardé d'une dizaine de décorations dont le grand officier de l'ordre national, Koké Dambélé était tout indiqué pour la confiance présidentielle, afin de faire exécuter les décrets de nomination, de promotion et de sanction, approvisionner et distribuer des distinctions conformément à la loi. Le travail consiste à tenir à jour près d'une vingtaine de contrôles nominatifs. Le grand chancelier est encore là, chaque fois qu'un médaillé décède, afin de veiller aux honneurs militaires qui lui sont rendus. Parce que ça fait partie de nos devoirs et je tiens à accomplir mes devoirs. Dévoué qu'il est dans l'exécution quotidienne de ses missions, le grand chancelier est tout aussi désolé de voir des citoyens maltraiter les symboles de souveraineté du pays et l'incivisme aller grandissant. Ça me fait de la peine. Le vice-champion de l'AOF aux 400 mètres préfère, face aux interlocuteurs qui l'ennuient, des mots-phrases tels que oui, non. Affirmatif. Mesdames et messieurs, ainsi va la vie. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son sein. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Mohamed Touré et 20h, Nyanya Aliou Traoré prendra le relais. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortm.ml. Tous derrière nos forces armées de sécurité et leurs alliés pour la victoire finale. Le week-end a commencé. Bon week-end à vous.